BFM Business, BFM Crypto, le club. Chaque après-midi aux alentours de 16h30 sur BFM Business, le club BFM Crypto. Raphaël Bloch vient de nous rejoindre, cofondateur, rédacteur en chef de The Big Whale. Bonjour Raphaël. Bonjour Guillaume. Jonathan Erscovici à nos côtés aussi. Bonjour Jonathan. Bonjour Guillaume. Directeur général Stackinsat et organisateur de Surfing Bitcoin. Ce sera fin août. 25, 26, 27 août. On en reparlera dans un instant à Biarritz en effet. Valentin Nico aussi nous accompagne depuis Bourse Direct. Bonjour Valentin. On est content, on est ravi de vous retrouver Valentin, même si les cours des cryptos restent assez déprimés. Bitcoin, allez, aux alentours des 21 000 $, 21 090 $ en ce moment. Quelle perspective sur la suite? Quels signaux l'analyse technique nous envoie-t-elle sur le Bitcoin? Alors écoutez, déjà si on parle de l'environnement global qui reste quand même le même depuis maintenant quelques semaines, qu'on se voit avec un climat de peur toujours présent, donc un VIX sur des niveaux assez hauts, donc à 31, un indice de confiance CNN en extrême fear, donc ce qui n'aide pas, on va dire, à la prise de risque dans le marché. Donc avec cela, on peut ajouter la hausse des taux, réduction du bilan des banques centrales, l'inflation. Donc c'est sûr que ça a entraîné de sacrés mouvements de baisse. Et si on prend un peu de recul, on a quand même perdu 70% depuis les plus hauts sur le Bitcoin. On était quand même à 69 000. Désormais autour de 21 000. Il reste plus grand-chose pour être protégé en termes de support. On a donc premier support à 20 000 pour le Bitcoin. Et gros danger si on passerait en dessous des 17 000. Parce qu'on n'aurait vraiment plus aucun support jusqu'aux 10 000. Et pour l'Ethereum, c'est à peu près le même schéma. On a donc une perte de 75% par rapport au plus haut. Et on arrive sur des supports majeurs, donc autour de 1050 $ pour l'Ethereum. Et si on passe en dessous, à part une petite zone autour des 800 $, ce serait vraiment probablement un mouvement de panique. Donc tout ce qu'on peut espérer, en tout cas, ce serait un regain d'appétit pour le risque des investisseurs. Est-ce que c'est possible dans ces conditions de marché? Ça, on l'espère pour tous les optimistes et les actifs, la valeur des actifs en règle générale. Et puis, voilà, éventuellement, voilà, jouer ces dernières zones à l'achat. Tout en restant très méfiant et en gérant son risque, bien évidemment, parce que c'est des moments de marché très durs à gérer, même pour les plus expérimentés. Donc voilà, jamais être dans une trop grande prise de risque. Je ferai pas de recommandations aujourd'hui sur d'éventuels nouveaux projets parce que c'est trop dangereux. Oui, bien sûr. Et là, on est en train de casser des supports actuellement sur les indices européens et américains. Et je ne me sentirais pas de rentrer sur ce marché-là. Voilà Guillaume. Valentin Nico, détendu malgré le marché des Valentin pour Bourse Direct. On essaye. Ouais, on essaye. Bonne fin de journée Valentin. Et voilà, c'est quelques signaux techniques dont vous nous faites part sur le Bitcoin, l'Ether. C'était joli le petit lapsus, les théorèmes, l'Ethereum. On l'a tous relevé. À bientôt Valentin. Merci de nous avoir accompagnés aujourd'hui en direct. Beaucoup d'actualités. Alors on va revenir sur Celsius dans un instant et aussi cette conférence Surfing Bitcoin qui approche. Ce sera dans un peu plus de 2 mois à Biarritz. Juste avant, un événement dans l'univers des stablecoins, mesdames, messieurs. Raphaël Bloch vient nous l'annoncer. Raphaël, grosse news, c'est un Américain qui pourrait lancer le plus gros stablecoin euro. Il faut nous expliquer de quoi il s'agit. Ouais, effectivement. Alors c'est tombé là il y a maintenant 1 heure. Donc c'est Circle, qui est un grand groupe américain, qui vient d'annoncer qu'ils allaient lancer d'ici la fin juin un stablecoin euro. Pour juste vous donner une idée, aujourd'hui Circle contrôle l'USDC, qui est le 2e plus gros stablecoin centralisé de la planète. Un stablecoin dollar. Et c'est vrai que en Europe, on a quelques stablecoins euros, mais ce sont des petits volumes. Je pense notamment à Lug, qui est un stablecoin français, mais basé sur l'euro. Les volumes, c'est 10 millions d'euros sur le Lug. Et là, l'idée avec Circle, c'est d'avoir beaucoup plus de volume sur un stablecoin euro qui serait contrôlé par une entreprise américaine.
Oui, alors là, voilà, on aurait peut-être un gros stablecoin euro, mais contrôlé par les Américains. C'est important, c'est un signal. Comment est-ce qu'il faut accueillir cette perspective-là ? C'est toujours compliqué, c'est-à-dire que ça fait maintenant des mois, voire des années qu'on parle de ce sujet en se disant que les États-Unis ont des stablecoins dollars. Hein. On sait qu'en Europe, il y a quelques petits projets, mais il n'y a pas les volumes. Et donc, les entreprises en Europe n'arrivent pas à lancer un stablecoin euro suffisamment puissant. De l'autre côté, les autorités ne soutiennent pas ce type de projet et on savait que ça viendrait éventuellement d'un acteur étranger. Et maintenant c'est fait. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que Circle est une très grosse entreprise, donc ils vont avoir vraisemblablement les moyens de lancer un stablecoin euro qui pourrait prendre le marché euro. Bon, et ça nous dit quoi sur l'Europe ? Quelles seront les conséquences d'ailleurs pour l'Europe de voir le principal stablecoin euro dirigé par une société américaine ? Alors, Christine Lagarde avait déjà expliqué qu'il serait très vigilant sur ce type de projet. D'ailleurs, c'est en discussion dans le cadre de MiCA, donc la réglementation qui doit harmoniser la législation crypto en Europe. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que une fois que vous avez un opérateur américain qui lance ce type de produit, c'est compliqué en réalité de leur interdire d'utiliser ce produit parce que ce qu'ils font, c'est simplement permettre d'avoir une crypto qui est basée sur de l'euro. À partir du moment où ils ont les réserves, vous pouvez difficilement leur interdire d'utiliser l'euro pour un stablecoin. Donc finalement, le risque, c'est que le marché du stablecoin euro soit contrôlé par une très grande entreprise américaine, avec ce que ça implique en termes potentiellement de volume, d'orientation des marchés, potentiellement de contrôle, parce que si c'est une entreprise américaine, elle rendra des comptes davantage aux États-Unis qu'en Europe. Donc voilà, ça soulève pas mal de questions. Bon, on va suivre ça. C'est Circle, cette société américaine qui lance son stablecoin euro. Remarque, le bitcoin en euros, c'est pas si catastrophique, la baisse du bitcoin en euros. Vu que l'euro recule face au dollar, c'est comme ça qu'il faut le calculer pour Oui. Alors après, effectivement, on peut voir les choses comme ça, mais voilà, non, effectivement, c'est un sujet qu'on va suivre bien sûr. De près. L'affaire de la semaine, c'est quand même Celsius qui a gelé toutes ses activités, provoquant un véritable vent de panique dans l'écosystème. On en est où 3 jours après ? Alors, on a effectivement, avec Grégory Raymond pour The Big Well, passé 3 jours là, à regarder un peu ce qui se passe parce que, vous vous souvenez, il y a eu donc, on va dire la première grosse secousse sur les marchés, c'est l'effondrement de Terra avec le stablecoin UST. Alors, l'UST, c'était un stablecoin algorithmique. Et puis, on avait déjà dit, il y a un mois, qu'on aurait des répercussions parce que quand vous avez un écosystème comme celui de Terra qui s'effondre, forcément, ça touche par capillarité tout un tas d'autres entreprises. Et là, on voit justement la deuxième vague qui arrive avec des plateformes donc, de lending et de stacking qui vous permettent d'emprunter, de déposer des cryptos contre des cryptos et d'obtenir pour certaines des rémunérations très alléchantes. Et donc ces entreprises et ces plateformes se sont retrouvées bloquées avec soit de l'UST, soit d'autres cryptos, d'autres stablecoins. Et aujourd'hui, elles sont dans l'incapacité soit d'offrir les rendements à leurs clients, soit de restituer en fait leurs cryptos à leurs clients, et je pense qu'on en parlera après avec Jonathan, parce que tout bêtement, elles n'ont pas les réserves nécessaires. Et en plus, quand vous ajoutez une chute des marchés, ça devient incontrôlable. Donc Celsius, potentiellement, est en situation de faillite. D'ailleurs, ils peuvent être sauvés ou pas ? C'est la grosse question. Et c'est pareil, là, dans notre dernier newsletter, on en parle. En fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, Celsius est dans une situation qui est tellement dégradée qu'il est difficile d'imaginer qu'on leur prête de l'argent. En revanche, ce qui peut se passer, c'est qu'ils vont peut-être être soit rachetés, soit éventuellement recapitalisés par des acteurs qui ont plutôt intérêt à récupérer certains de leurs clients ou alors à éviter en fait, qu'un des acteurs du secteur ne s'effondre. Et petite chose quand même importante à avoir en tête, c'est qu'on parle de Celsius, mais il y a d'autres sociétés, donc plateformes et fonds, qui sont touchés par la vague là de Terra. On pense notamment à un fonds singapourien assez connu, qui a une très bonne image, c'est donc Three Arrows. Ce fonds, là, depuis 2 jours, a juste indiqué, c'est son fondateur qui a indiqué sur Twitter, que voilà, ils étaient en train de faire le nécessaire pour gérer les liquidations qu'ils ont subies et indemniser leurs clients. Pour avoir une idée, là, ils ont déjà été liquidés à hauteur de 400 millions de dollars. On ne sait pas précisément à combien cela pourrait monter. Mais voilà, ce qui est sûr, c'est qu'en ce moment, il y a un vrai sujet autour de la finance centralisée, justement en opposition à la finance décentralisée. Et c'est vrai que dans cette finance centralisée avec des plateformes, finalement,
on n'a pas plus de visibilité qu'avec les banques, c'est-à-dire que vous ne savez pas exactement d'où vient la rémunération qu'on vous offre et comment vos fonds sont gérés. Bon, et ça veut dire que ça concerne la finance centralisée, c'est pas la fin de la finance décentralisée Non, c'est toute la différence, c'est-à-dire que la finance décentralisée, elle est auditable, vous avez un peu une idée de ce qui se passe, il y a des protocoles qui sont connus, AAV et bien d'autres. Là, ce qui se passe, c'est que vous avez des acteurs qui interagissent avec la finance décentralisée, mais ce sont des points de contact que l'on connaît, c'est-à-dire que ce sont des entreprises qui servent d'intermédiaires, donc finalement ce sont des gens qui passent leur temps à taper sur les banques et la centralisation du système financier et qui viennent reproduire peu ou prou la même chose avec un système qui n'est guère plus transparent et même peut-être potentiellement plus opaque et avec là les dégâts que l'on voit depuis quelques semaines. Jonathan, quel regard est-ce que vous portez sous tout ça? Est-ce que on peut craindre que la crise de confiance affecte de plus en plus d'acteurs de l'écosystème, que certains veuillent jeter le bébé avec l'eau du bain, que la crise de confiance touche finalement l'image que les gens ont des actifs numériques aussi au global? Alors, au risque de vous décevoir, Guillaume, en fait, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous en tant que bitcoiners maximalistes. Ah, c'est ça. Parce que, en fait, ce marché permet d'assainir finalement, du coup, les différents projets, et ça permet finalement de faire une sélection naturelle un peu darwiniste, j'ai envie de dire. Et donc, finalement, cette crise est pour nous plutôt positive parce que ça met encore plus en avant les propriétés de Bitcoin, de décentralisation. Et puis aussi, question bête, mais le stablecoin, le meilleur stablecoin qui existe, c'est Bitcoin. Un Bitcoin sera toujours égal à un Bitcoin. Voilà. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Et finalement, cette phase aussi permet d'avoir d'excellents points d'entrée. Par exemple, chez Stackinsat, on a fait nos meilleurs volumes la semaine dernière. Pourquoi ? Parce qu'on a éduqué nos clients. Donc on a beaucoup moins de nouveaux clients. Mais les clients qui sont là depuis le début savent que justement ce sont des excellents points d'entrée. Et vu qu'on est dans une logique d'épargne à long terme, avec le potentiel que Bitcoin devienne un étalon monétaire mondial, effectivement, ces points d'entrée sont extrêmement intéressants aujourd'hui, autour des 20-21 000 $. Donc c'est pour ça que justement aujourd'hui on a une activité très soutenue chez Stackinsat. Et dans 2 mois, donc fin août, vous organiserez à Biarritz Surfing Bitcoin. C'est un peu la grand-messe de l'écosystème crypto français. J'imagine qu'en tant qu'organisateur et Bitcoin maximaliste, vous espérez que ce rendez-vous Surfing Bitcoin soit celui du retour de l'espoir. Vous y croyez vraiment ou ce sera encore un peu tôt? Voilà, quelle sera l'ambiance à votre avis à ce moment-là? Alors déjà, nous, on n'a aucune idée de l'évolution du prix parce que finalement le prix, on s'en fiche un peu. Nous, en fait, ce qui nous intéresse, c'est quelle est l'utilité et quel est l'usage de Bitcoin. Donc effectivement, Surfing Bitcoin, donc la plus grande conférence Bitcoin en Europe, aura lieu sur 3 jours, donc les 25, 26 et 27 août à Biarritz. Donc on aura une première journée, le Surfing Day, qui est une journée grand public, où là, l'idée, c'est justement de faire en sorte que les no-coiners puissent découvrir Bitcoin, notamment à travers le reportage Le Mystère Satoshi, dont on a acheté les droits. Donc ça c'est sur la première journée. On aura aussi d'autres animations, probablement une compète de surf, etc. Enfin bref, l'idée c'est de découvrir Bitcoin à la cool. C'est un petit peu le... Faites du surf du coup. Si vous n'en faisiez pas, vous ne proposeriez pas un truc pareil. Exactement. C'est une torture pour les autres. Voilà. Et rassurez-vous, il y aura un surf mécanique. Vous allez pouvoir aussi jouer et gagner des satoshi. D'ailleurs, on a inventé le surf to earn. Donc vous restez 30 secondes sur le surf mécanique et vous gagnez des satoshi. C'est génial. Bref, donc ça c'est sur la première journée. La deuxième journée, les 2 autres jours, donc le vendredi et le samedi. Donc là, on est plus sur des journées orientées pour les passionnés et les professionnels. Donc chaque demi-journée aura un thème spécifique. Donc la première demi-journée, donc c'est finance et régulation. Donc on aura notamment une table ronde sur les pièges du trading et le fantasme des 1000%, qui je pense va intéresser beaucoup de gens. Ensuite, économie et géopolitique. Et là, du coup, on a la chance, et donc ça, je l'annonce en exclusivité sur BFM Business, la ministre de l'économie du Salvador, qui va justement nous faire un petit bilan de l'adoption de Bitcoin 1 an après. Donc ça va être extrêmement... Elle vient à Biarritz. Elle vient à Biarritz, évidemment, avec son équipe. Donc c'est une première pour elle, d'ailleurs. Et elle fera du surf aussi ou... Alors ça, je lui ai pas demandé. Vous pouvez lui proposer. On surfe au Salvador, vous savez. Exactement. À El Zonte, d'ailleurs, El Zonte, c'est un spot de surf très connu. Ouais. Mais effectivement, je lui demanderai pour vous, Guillaume. Ensuite, on aura la demi-journée sur le mining et l'énergie. Donc ça aussi, pareil, énorme débat, notamment sur le proof of work versus proof of stake. Et enfin, du coup, la dernière demi-journée, donc technologie et outils,
où là, pareil, on aura notamment des annonces exclusives de Pascal Gauthier de Ledger, comme chaque année, parce que cette année, c'est donc la 3e édition. Il va nous annoncer pas mal de choses sur les nouveautés de Ledger sur Bitcoin. Bon, grand-messe à laquelle vous participerez aussi, Raphaël. Évidemment, et à laquelle nous sommes associés, parce que nous serons partenaires officiels, enfin partenaires médias officiels. Donc non, c'est un super événement. Ça fait effectivement 2 années qu'on y est. Et là, pour la première fois, de Big Whale, il sera, parce qu'avec Greg, on est réunis. Il y aura une baleine chez les surfeurs, alors. Exactement, c'est parfait, c'est l'océan, donc nous, c'est parfait. Vous serez dans votre élément, comme un poisson, comme une baleine dans l'eau, du coup. Quand même, les critiques sur Bitcoin pleuvent, elles ont plu depuis la création de Bitcoin. Alors, comme le Bitcoin recule, on réentend beaucoup de critiques sur Bitcoin, sa volatilité, son impact environnemental, les menaces que fait peser la régulation à venir. Comment ces sujets-là seront-ils aussi traités dans cette grand-messe fin août à Biarritz? Alors, de manière très objective, parce que ça c'est important d'avoir en fait tous les avis. Donc on aura aussi des contradicteurs, des gens qui ne sont pas forcément fans du Bitcoin, des gens qui justement vont plutôt promouvoir l'intérêt par exemple du proof of stake parce que soi-disant que le proof of work est négatif pour l'environnement. Donc on aura évidemment tous les sujets qui seront traités de la manière la plus objective possible pour justement éviter qu'on nous reproche qu'on soit dans l'entre-soi du Bitcoin, ce qui nous avait été un peu reproché l'année dernière. Et ça, comment on va l'éviter, le risque de l'entre-soi? C'est justement en faisant intervenir des gens qui sont plutôt des opposants. Pareil, en fait, sur un des principes fondamentaux du Bitcoin, c'est de respecter la théorie de l'économie autrichienne. Et donc, du coup, il y aura des débats très intéressants économiques sur la vision de l'économie autrichienne versus l'économie keynésienne, dans laquelle nous vivons depuis de nombreuses années. Et justement, l'idée, c'est d'avoir un petit peu des débats contradictoires sur ces sujets-là. Et c'est ce qu'on va essayer de faire cette année à Surfing Bitcoin. Ce sera les 25, 26 et 27 août au Casino de Biarritz. Bon. On vous attend nombreux. On est heureux aussi d'avoir BFM Business. On y sera, nous aussi, en effet. On sera partenaire à vos côtés avec The Big Whale. Le Bitcoin sortira renforcé des difficultés actuelles de certaines plateformes centralisées, certains scandales, les difficultés de certains stablecoins algorithmiques aussi. Ça va, dans cet écosystème-là, en tout cas, renforcer l'image de Bitcoin, Raphaël? C'est compliqué de le dire. Enfin, disons que ça dépend de qui on parle. C'est-à-dire que si on parle des gens qui connaissent bien ce sujet, et Jonathan en fait partie, oui, indéniablement. Après, il faut aussi sortir un peu dézoomer et quand même constater que quand vous avez une telle dépression sur les marchés, les gens font l'amalgame. Voilà, ça a quand même tendance à emporter un peu tout le monde. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est nécessaire d'avoir des journalistes comme nous qui faisons ce travail d'information en toute transparence, sans conflit d'intérêt, pour justement expliquer ce qui se passe précisément sur les marchés. Maintenant, ce qui est intéressant dans la séquence actuelle, c'est que globalement sur le marché des cryptos, on progresse au fur et à mesure. Il faut se dire que c'est un écosystème qui a un peu plus de 10 ans. Et on a eu des vagues successives. Je pense ce qui s'est passé en 2017, donc le bull run, bear market dans la foulée. À l'époque, on parlait des ICO. Là, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a eu un afflux gigantesque, et vous en avez beaucoup parlé sur BFM, de capitaux pendant 2 ans. C'est lié à la crise. Ça s'est investi en partie dans les cryptos. Il y a eu des aspects positifs dans cet afflux de capitaux, mais aussi négatifs, avec des projets qui se montent un peu à la va-vite et qui sont très opportunistes. On voit ce que ça donne quand vous avez des acteurs proches de la finance décentralisée qui montent des business qui, encore une fois, quand vous promettez des rendements de 15-20%, ne sont juste pas tenables. C'est-à-dire qu'il faut que les gens comprennent que ça n'est pas possible d'avoir de tels rendements. Voilà. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés. Raphaël Bloch, les lunettes de soleil dans la poche de chemise, cofondateur et rédacteur en chef de The Big Whale, et Jonathan Ascovici. Alors pour ceux qui nous suivent à la radio, c'est avec BFM Business, c'est aussi à la télévision. Et ce t-shirt je ne sais pas comment l'écrire. C'est un t-shirt de Bitcoiner. Il y a des B partout, voilà. Des B comme Bitcoin. Il y a du Bitcoin. Ou comme Bloch. Ou comme Bloch, c'est vrai, Raphaël Bloch, c'est vrai. Ils sont doués. Ou BFM Bourse, ça commence aussi avec un B. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés. Le club BFM Crypto chaque après-midi sur BFM Business.